Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. On a appris plus tôt cette semaine que le candidat à la présidence américaine, Donald Trump, avait choisi son vice-président, son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance. J'étais intrigué, évidemment, par ce personnage qui est un peu méconnu du grand public. Bon, il est sénateur de l'Ohio, mais évidemment, en fouillant un peu, on apprend qu'il a fait ses premières armes comme auteur. Il a écrit un livre, Hillbilly Elegy, et que je n'ai pas lu, malheureusement. Et bon, dans la semaine, très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je me suis dit, et j'ai demandé à l'équipe, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a lu le livre et qui a une certaine compréhension de l'économie, de la finance, de la politique, de l'univers américain. Christophe Cloutier-Roy, ça donne être directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis, a lu le livre et est ravi de m'en parler, si je comprends bien, M. Cloutier. Oui, bien sûr. Je ne pouvais pas tourner le dos à cette opportunité. Bon, parfait. Donc, commençons peut-être. Encore une fois, j'ai évidemment lu l'arrière du livre, puis tout ça. Je l'ai commandé, je vais le lire éventuellement. Mais de quoi est-il question là, dans ce livre Hillbilly Elegy là, de J.D. Vance? Mais c'est assez spécial parce que c'est vraiment... ça se présente comme étant les mémoires, finalement, d'un homme qui était assez jeune au moment de l'écrire. Il est né en 84, donc ça devait y faire à peu près 32 ans au moment où c'est sorti. Et c'est essentiellement, et ça fait un peu un parallèle avec un mot qui est très à la mode là, présentement, là, l'histoire des transfuges de classe, là, si on veut. On en parle beaucoup au Québec, entre autres. Donc, J.D. Vance, c'est quelqu'un qui est né dans une famille très pauvre dans les Appalaches aux États-Unis. Donc, sa famille vient du Kentucky, mais lui-même a grandi dans l'Ohio, à Middletown, une petite ville désindustrialisée. Et son récit, c'est vraiment celui, des difficultés de sa communauté là, dans une zone comme ça qui a été autrefois très prospère grâce aux grandes industries lourdes qui étaient dans cette région des États-Unis auparavant, mais qui ont disparu dans le fond en grande partie sous le coup de la mondialisation et de la désindustrialisation. Et Vance, dans le fond, met l'accent en fait sur les difficultés de cette communauté, donc par exemple les problèmes de consommation de drogue sont très nombreux, le chômage est très important évidemment, la violence et ce qu'il décrit lui-même comme étant un peu le manque d'ambition, finalement, des gens qui habitent là. Et Vance, vient d'une famille des relations assez difficiles. Là. Sa mère, entre autres, consomme beaucoup, perd son emploi d'infirmière, entre autres, à cause qu'elle a volé des médicaments. Il est beaucoup élevé par sa grand-mère, qui lui apprend le sens de la discipline personnelle, finalement, qui va le conduire éventuellement à faire son droit à Yale, par la suite à rentrer dans l'armée, être déployé. Je crois qu'il est allé en Irak, entre autres, et éventuellement donc d'écrire ses mémoires qui sont un portrait très critique de sa communauté. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est pas sous l'angle, par exemple, de dire que c'est une société qui a été, la société des Appalaches, entre autres, qui a été victime, entre autres, de la mondialisation ou quoi que ce soit. Bon, ça fait peut-être un peu partie du discours, mais c'est beaucoup un discours de responsabilité personnelle. Il met beaucoup l'accent sur le fait, comme je le mentionnais, que les gens n'ont pas nécessairement les ambitions pour se sortir de ces difficultés. C'est très du conservatisme américain traditionnel, là, si on veut, on doit se retrousser les manches pour pouvoir s'en sortir, et c'est un peu le discours moralisant qu'on voit dans ce livre. Donc, ça résume dans les grandes lignes, en fait, le contenu de ce livre. Le contenu est un peu le contexte, justement, puis c'est là où, évidemment, je suis intéressé qu'on en discute. Lors de la sortie du livre, là, bon, il y a évidemment eu toutes sortes de réactions. Ça a tout de suite quand même assez bien fonctionné. Je pense que J.D. Vance a réussi à toucher quelque chose, puis on se rappelle, dans le contexte de l'époque, 2016, il représentait un peu cette classe ouvrière, désabusée, désaffectée, américaine, un peu Midwest. Il y a un chroniqueur, un éditorialiste de la droite, là, Rob Dreher, qui a dit que c'était le livre le plus important de 2016 pour comprendre la politique et le futur du pays. Je lisais un petit texte que M. Vance a écrit à l'époque, et il disait qu'il avait reçu
autant de la droite que de la gauche, hein, des formes de soutien et des formes de critique, et qu'on pouvait voir dans ce livre-là un peu tout et son contraire, finalement. Oui, c'est responsabilité individuelle, mais il y a quand même un rôle pour les programmes publics. Il y a vraiment... on ne sait pas exactement. Puis bon, à l'époque, il n'était qu'auteur, mais certains pensent que dans un univers alternatif, il aurait pu être un candidat démocrate quasiment. Je sais pas si c'est une interprétation que vous partagez nécessairement, mais c'est quand même un livre qui se voulait une représentation d'une certaine classe dont et la droite et la gauche se réclament, en fait, auquel ils souhaitent accéder là, de plus en plus aux États-Unis. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous soulignez comme point, là, savoir est-ce qu'il aurait pu être un démocrate. Et c'est une grande partie du discours de Vance. Et je pense, je sais pas si c'est encore cette semaine qu'il a ramené ça, mais même, c'est quelque chose qu'il a souvent dit justement dans la foulée de l'apparition de ce livre, c'est que la région de laquelle il vient, c'est un château fort démocrate historiquement qui a fini par devenir finalement de plus en plus républicaine. Il y a cette idée, et ça c'est une idée qui a été reprise entre autres par Trump, par le mouvement MAGA à l'intérieur du Parti républicain, que le Parti démocrate est de plus en plus un parti d'élite économique qui vivent sur les côtes et qui ont abandonné la classe ouvrière blanche, mais on pourrait dire aussi la classe ouvrière dans son ensemble, pour plutôt se concentrer finalement sur les minorités et la promotion du libre-échange à l'international finalement, et d'avoir peu de délaisser finalement des formes de nationalisme économique qui sont chères à Vance et à Donald Trump notamment. Et ce qui est intéressant, en fait, quand vous dites que ça a été repris par la droite et la gauche, en fait par les démocrates et les républicains, c'est que Vance ne s'est jamais caché d'être un conservateur, là. C'est vraiment quelqu'un qui a des idées d'un conservatisme assez traditionnel à l'époque, qui ont migré vers d'un conservatisme un peu plus trumpien aujourd'hui, évidemment, ce qui a conduit à sa sélection, mais dans les années qui ont suivi donc la victoire de Trump, alors que Vance était à l'époque un très fervent critique de Donald Trump, il était vraiment le conservateur de service là, dans les émissions progressistes aux États-Unis. Là. Donc, par exemple, à MSNBC, entre autres, on aimait beaucoup le recevoir, on aimait son point de vue, et on avait l'impression, finalement, que son livre et sa perspective, mais justement, offraient des clés d'explication à pourquoi Trump avait réussi à l'emporter en 2016, contre toute attente, on s'en souvient. C'est quand même quelqu'un d'articulé, là, qu'on aime ses idées ou non. Et puis, je voulais peut-être terminer en vous posant justement cette question, parce que on parle des représentations qu'on se fait des deux partis, mais bon, il y a quand même plusieurs paradoxes dans le personnage de J.D. Vance. Bon, déjà, on l'a dit, il a été très critique de M. Trump, puis il a dit que le Trumpisme était une forme d'opium du peuple. Je sais plus exactement quelle est la citation, mais tu sais, c'était vraiment quasiment limite méchant là, à l'égard de M. Trump. Et un autre élément qui m'a frappé, puis c'est dans un texte du New York Times que je lisais ce matin, il écrit, là, puis je traduis, mais dans son livre, là, Hillbilly Elegy, à propos de la délocalisation des usines, de la Chine, du Mexique, il écrit « Ce sont les mensonges que nous nous racontons pour résoudre la dissonance cognitive, le lien rompu. » Et hier, il a dit exactement l'inverse de ça. C'est la faute de la Chine, c'est la faute du Mexique et donc, ergo, de M. Biden. Alors qu'entre nous, la dernière entente avec le Mexique, elle a quand même été négociée avec M. Trump. Il y a plein de contradictions et je dirais, je parle beaucoup, mais il y a même aussi cette idée, on dit que le Parti démocrate est le parti de l'élite, mais je veux dire, franchement, M. Trump est un milliardaire. J.D. Vance lui-même a fait des millions de dollars. Il a travaillé dans la Silicon Valley. Il est proche de M. Thiel, qui est un milliardaire. On a fait des congés d'impôts pour les riches. Je veux dire, le parti, il y a comme, je sais pas si c'est de l'hypocrisie, mais il y a quand même une drôle de contradiction, je trouve, actuellement dans ce Parti républicain qu'on a vu en scène là, dans les derniers jours. J'aimerais un peu vous entendre réagir là, à ce sujet là, de un peu comme deux identités qu'on essaie de réconcilier à l'intérieur d'une même trame narrative. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, donc je vais essayer de synthétiser les idées, mais c'est vraiment important de comprendre que il y a un mouvement à l'intérieur du Parti républicain et ça précède Trump de plusieurs années. S'il y en a que ça intéresse, là, je vous invite à regarder le livre du journaliste Thomas Frank qu'on a traduit en français par Pourquoi les pauvres votent à droite. En anglais, on appelle What's the Matter with Kansas, qui est vraiment cette idée que le Parti républicain, oui, fait la promotion d'un programme économique pour les citoyens les plus riches, mais
utilisent finalement les codes du populisme ou des guerres culturelles, entre autres, pour vraiment séduire un électorat qui est moins avantagé économiquement. Donc, ce sont tous les enjeux, bon, dans les années 2000, c'était beaucoup les enjeux de la droite religieuse, entre autres, donc l'avortement, le mariage homosexuel, entre autres. Et ça fait un retour, là encore, avec les années Trump, là, de quoi on a parlé beaucoup à la Convention républicaine, la question des enjeux LGBTQ, par exemple, la question du genre dans les écoles. Donc, évidemment, ça joue beaucoup pour se donner finalement une espèce de vernis populiste. Après ça, effectivement, et ça a été souligné beaucoup, oui, on parle beaucoup de populisme économique avec Donald Trump, mais c'est vrai qu'on n'est plus à une espèce d'approche de sabrer à tout prix la sécurité sociale aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas tant que ça plus pour les classes laborieuses d'un point de vue économique. Le discours a changé, les résultats ne sont pas nécessairement à l'avenant, mais écoutez, c'est ça, effectivement. Puis vous parlez des deux faces comme ça de J.D. Vance. Tu sais, une adaptation du discours qui est fait, et c'est peut-être un des exemples les plus spectaculaires, mais quand on regarde tous les grandes figures du Parti républicain actuel qui sont encore là, des sénateurs comme Marco Rubio de la Floride, Ted Cruz du Texas, qui ont vraiment complètement reviré leur fusil d'épaule au cours des années Trump et qui, pour finalement reprendre les grandes lignes du discours trumpien parce que, la politique, sans vouloir être cynique, c'est souvent un jeu d'opportunisme, c'est souvent de regarder de quel côté le vent souffle, et on voit bien que le Parti républicain aujourd'hui, c'est le parti de Donald Trump, donc c'est pas nécessairement surprenant de voir des gens comme ça découvrir des affinités avec le Trumpisme. On aura peut-être quelques occasions de s'en reparler. Christophe Cloutier-Roy, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on parle de J.D. Vance dans les prochaines semaines. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci pour l'invitation. Au revoir.